Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci Marie-Claire pour cette belle organisation. Merci à nos invités. Merci Monsieur Patrick Méchin qui allait intervenir juste après mon petit mot d'introduction. Alors, une grande fierté pour la FHP, ces webinaires, parce que c'est le quatrième sur la thématique et c'est plus de 1600 inscrits. 1600, voilà. Quand on a des difficultés pour réunir peut-être en présentiel une centaine de personnes, on s'aperçoit que le web fait recette. Donc, bravo. Bravo à la FHP, bravo Marie-Claire, encore une fois, pour mettre en avant tous les travaux que vous menez en votre qualité de directrice de la stratégie à la FHP. Alors, vous le savez, la certification pour moi est une, je dirais, une étape importante dans la vie de nos établissements. À titre personnel, pour mon groupe, j'ai 6 certifications, une par mois, qui a commencé déjà il y a 2 mois. Donc, je suis en plein dedans et je peux vous en parler, ou du moins faire part du retour de nos équipes. Alors, cette certification, 87% de nos établissements adhérents à FHP sont certifiés, 35 avec mention, ce qui veut dire le soin et la qualité que nous portons, je dirais, à cette épreuve. On peut appeler cette certification d'être une épreuve parce qu'elle mobilise vraiment de manière forte nos équipes, nos personnels et bien sûr nos RU. Alors, vous le savez, elle fait partie aujourd'hui du scoring IFAC. Elle fait partie, je dirais, dans cet ensemble-là, mais la place que nous souhaitons apporter à la certification doit être bien plus importante dans l'IFAC. Hier, nous avions une réunion avec la DGOS et j'ai porté, au nom de la fédération, je dirais, cette évolution que nous souhaitons avoir pour que vraiment, l'engagement que nous portons, les frais également, ça coûte cher une certification, on n'en parle pas assez. Un jour, il faudra quand même que l'on fasse le coût d'une certification pendant la semaine, mais c'est pas le plus important, la semaine de certification. C'est surtout tout le travail qu'il y a en amont et puis la tension qui règne auprès de nos équipes. C'est important de le dire. Également, tension sur un des volets de cette certification qui est le numérique. Le numérique, ce sont des objectifs certaines fois qui sont difficiles à atteindre parce que on n'est pas forcément structuré comme le monde hospitalier public ou comme les grands groupes pour ceux qui sont indépendants ou isolés. Donc, il ne faut pas que cet audit numérique soit une inspection ni un audit de la part des certificateurs. Donc, nous allons le rappeler de manière souple, mais c'est vrai que les rétextes qui ont été faits à la FHP, auxquels s'est joint la FHP MCO, mettent en avant ces difficultés. Donc, pour moi, c'est un souci et je souhaite qu'on puisse, je dirais, atténuer cette crainte du numérique. Vous le savez, c'est extrêmement complexe, coûteux, et nous n'avons pas tous, je dirais, les moyens d'arriver à avoir l'équivalence de certains établissements ou du public. Merci pour tous les rétex qui vont avoir lieu ce matin. 3 établissements vont nous faire part de leurs clés, de la réussite et de leur succès, hein. C'est du compagnonnage et ça me plaît beaucoup que le terrain, nos amis, nos adhérents, nos établissements puissent se mettre non pas en valeur, mais c'est le cas tout de même, mais surtout livrer leurs petits secrets pour que l'on puisse tous arriver à ce score le plus proche de 100%. C'est le Graal évidemment. Et je sais que bon nombre d'entre nous y arrivons à approcher ces 100%. Également dire que la FHP est vraiment présente aux côtés de la HAS, de son président, bien sûr, Lionel Collet, de son directeur, Jean Lessy, qui nous a fait le plaisir de venir à Nancy pour notre congrès, mais avec Amélie Lancio, qui est la directrice de l'amélioration de la qualité et de la sécurité à la HAS. Nous entretenons des relations qui sont proches, qui sont nourries, régulières, et nous essayons, n'est-ce pas Marie-Claire, avec notamment le bac IMEP, nous essayons toujours de faire en sorte que la voix de la logique du terrain soit entendue. C'est pour moi important que le terrain soit omniprésent dans toutes les évolutions de la certification, parce que quelquefois, on se demande où certains vont chercher les critères. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais vous dire que je suis très heureux de pouvoir participer et puis organiser au nom de la FHP, mais c'est surtout Marie-Claire et son équipe qui est à la manœuvre, cette belle matinée de certification pour que l'on soit tous, je dirais, certifiés avec le plus haut score possible. Et je vous le rappelle, ceux qui sont non certifiés
doivent, mais de manière très rapide, se remettre en question sur leur pratique, parce qu'il n'est pas tolérable d'avoir un établissement non certifié, du moins trop longtemps. Voilà, Marie-Claire, merci pour ce mot, ce temps, pour cette introduction, et je nous souhaite une belle matinée, tous ensemble. À très vite. Merci, Président, pour... À très vite, même si je puis me permettre, à très vite demain avec la remise des trophées de la FHP. Demain, à partir de 14 heures, nous remettons les trophées aux lauréats. Il y a 8 prix demain à 14 heures, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera un plaisir de vous retrouver à Paris demain à partir de 12h30. Exactement. Merci beaucoup, Président, pour ces propos introductifs. Et effectivement, c'est le quatrième webinaire qu'on organise sur la certification et vous répondez toujours présent et on comprend évidemment pourquoi quand on connaît effectivement l'enjeu que cela représente pour vous. Et ce webinaire, il a été conçu effectivement de manière concrète pour vous outiller, vous faire part, vous faire profiter des bonnes pratiques développées par les établissements de santé privés qui ont d'ores et déjà été visités et eu leurs résultats. Vous êtes très nombreux à participer à ce webinaire, donc on s'en réjouit. Vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de cette séquence via l'onglet questions et réponses ou le chat, mais à votre convenance. Et donc les intervenants, les différents intervenants pourront répondre à l'issue de leurs interventions directement dans le chat ou dans le question-réponse. Et puis nous avons un temps aussi dédié voilà, pour répondre à vos questions en toute fin de webinaire. Sans plus attendre, je vais laisser la parole donc à Patrick Méchin. Merci beaucoup d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Donc, vous êtes adjoint à la chef du service certification des établissements de santé à la HAS et vous allez intervenir en deux temps. Un premier temps pour nous faire part à date d'un premier bilan. Des résultats de décision de la certification V 2024. Et puis, en fin de webinaire, vous reprendrez la parole pour nous exprimer, en tout cas nous faire part des prochaines évolutions dans le cadre de la sixième itération. Et je pense qu'effectivement, là, l'ensemble des établissements vous écouteront avec la plus grande attention pour ceux qui passeront à partir de septembre 2025 leur visite de certification. Je vous laisse la parole, Monsieur Méchin, et encore merci. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci de votre invitation. C'est important que nous soyons effectivement présents à vos côtés pour évoquer les résultats de la certification concernant le secteur de l'hospitalisation privée, qui est un secteur important dans le paysage sanitaire français. Donc, concernant ce premier temps autour des résultats, euh, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, en fait, les résultats de l'hospitalisation privée au sens large sont assez proches, voire meilleurs concernant la performance autour de l'hospitalisation des résultats autour de la certification haute qualité des soins. Donc, vous voyez qu'en fait, vous avez 29% des établissements à ce stade qui sont certifiés haute qualité des soins. Et c'est assez similaire sur les décisions plus difficiles concernant la décision de certification sous condition et la certification ou la non-certification. Au niveau national, 86% des établissements de santé visités sont certifiés, dont 23% avec la mention de qualité des soins, c'est 29% pour vous. Et 10% des établissements sont certifiés sous condition, c'est 8% pour vous. Euh, pour ces établissements-là, on va organiser une nouvelle visite et il faudra faire preuve d'une amélioration rapide. Tandis que 4% des établissements sont non certifiés,
ce qui est 5% pour l'hospitalisation privée. Alors, ça se joue à quelques établissements. Ce qu'on peut dire que, globalement, c'est que 6 établissements sur 7 répondent aux attendus de l'assertif et 1 sur 7 ne répond pas encore aux exigences de la qualité des soins définies par référentiel. Alors, on a effectivement des visites ensuite qui sont réalisées lorsque l'établissement, la certification est faite sous condition. Sur les 272 décisions de non-certification ou de certification sous condition, les 120 démarches qui ont été publiées montrent que malheureusement, 25 établissements deviennent non certifiés. C'est-à-dire qu'on a une non-certification qui intervient la deuxième fois. Parce que les éléments et les écarts en fait, observés lors de la première visite n'ont pas pu être retravaillés suffisamment pour être aux attendus de la certification. Alors que 76 établissements sont certifiés et que 19, c'est quand même une performance, sont certifiés haute qualité des soins. Donc on voit qu'il y a des établissements qui réussissent parfaitement bien à à se récupérer, voire même à progresser fortement, alors que d'autres ne se sont peut-être pas donné les moyens de réussir la certification. Si on regarde la cartographie des décisions, alors pour nous, c'est assez illustrant. Et on n'a pas tous les éléments de compréhension, donc je préfère le dire, parce qu'en fait, de cette cartographie. Quand on regarde, par exemple, le sud-est de la France, ou le sud de la France, que ce soit PACA ou Occitanie, on a de très bons résultats concernant la certification. Si on regarde la Normandie, si on regarde alors, aussi la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane, on a des résultats qui sont assez péjoratifs. Mais c'est la même chose, c'est à peu près un copier-coller pour la FHP. On voit que les deux régions en fait, qui fonctionnent extrêmement bien, c'est PACA, Occitanie. On peut citer aussi le Centre Val-de-Loire. Et si on regarde dans une moindre mesure quand même la Normandie, mais bon, la Corse, c'est un peu compliqué et sur les DOM, c'est la même chose. Alors, sur les résultats par objectif, pour les établissements qui sont non certifiés, on voit que les écarts les plus importants portent sur, d'une part, la pertinence des décisions qui sont prises pour le patient, la coordination des équipes entre elles, la maîtrise des risques. Un point qui est très important et qui est assez récurrent, en fait, que ce soit dans le public comme dans le privé, c'est l'évaluation des pratiques. On a des équipes qui évaluent peu leurs pratiques en regard de recommandations de bonnes pratiques. Donc, c'est un encouragement quand même à aller dans cette direction. C'est gage, en fait, de qualité et de sécurité des soins que de s'assurer que ce que l'on met en œuvre pour le patient est en lien avec les recommandations actuelles. Et donc, c'est un gage de qualité due au malade. Ensuite, sur les objectifs qui s'écartent le plus, on a le travail en équipe et cette synchronisation des temps, mais pas que, c'est-à-dire comment le rôle de chacun est défini, est organisé pour permettre la continuité des soins. Et on voit par exemple des endroits où, quand la nuit, par exemple, on ne sait pas quel médecin contacter ou il n'y en a pas forcément disponible. On a vu des choses qui sont quand même assez inquiétantes. Et puis, un sujet qui concerne la maîtrise des risques.
de la déclaration des événements indésirables à leur analyse collective. Et cette analyse collective ne doit pas oublier la place du malade et la parole du malade. Le malade a des choses à dire sur la manière dont les événements se sont déroulés pour lui, et il faut être en mesure de pouvoir l'écouter. Et puis, c'est collectivement, comment collectivement on est organisé pour prendre en compte ce que nous dit le malade, ce que disent les indicateurs qualité-sécurité des soins qui sont recueillis dans le dossier du patient à travers le PMSI, et un certain nombre de courriers, de plaintes et de réclamations, les évaluations de pratique. Et on voit que cette dynamique de développement de la qualité, elle est encore à travailler collectivement et globalement dans de nombreux établissements de santé. Et puis, il y a encore, vous savez, sur des sujets qui concernent la place du patient et la manière dont on travaille avec lui, dont on le respecte, dont on respecte sa dignité, son intimité. Il y a encore des sujets sur lesquels il faut pouvoir travailler. Vous voyez que ça soit tout établissement ou au niveau de la seule fédération, il y a une similitude dans les résultats. Par contre, pour les établissements effectivement qui sont certifiés haute qualité des soins, on voit que pour eux, eh bien, ces attendus-là sont bien mis en œuvre. Si on fait le focus sur les critères impératifs, vous savez, les critères impératifs, c'est ce qu'on ne veut plus voir à l'hôpital. Cette définition est simple. Pour autant, et si elle est admise par tout le monde, c'est-à-dire, effectivement, on veut tous que l'organisation d'un bloc opératoire soit le plus sécurisé possible. Alors, on voit que sur ce critère impératif-là, tout établissement, pour les établissements qui sont non certifiés, vous voyez qu'il y a il y a encore une grosse difficulté. Ce qui ne semble pas être le cas au niveau de l'hospitalisation privée. Vous avez là réussi à quelque chose qui est quand même remarquable. Donc, je tenais à le souligner, à vous le dire, parce qu'en fait, c'est ce qui peut se voir encore dans d'autres établissements ne semble pas se voir chez vous. Et donc, ça, c'est vraiment très important. Ce qui est aussi important, vous voyez, c'est que, en fait, les urgences vitales puissent être complètement maîtrisées dans un établissement de santé. On est dans un établissement de santé, s'il y a une situation de défaillance cardio-respiratoire ou quelque chose d'autre qui vient mettre en jeu l'espérance de vie de quelqu'un, d'un patient ou d'un membre de son entourage ou d'un membre du personnel de santé, il faut être en mesure de pouvoir mettre en œuvre les mesures de sauvetage immédiates. Et là, on voit que dans les établissements de santé, généralement, il y a encore des difficultés à ce stade. Et puis, il y a un sujet qui a été difficile pour certains établissements qui concerne la gestion, la prise en charge médicamenteuse. Globalement, le circuit du médicament. Et sur cette thématique du médicament, il y avait une thématique sur cette 5e itération autour de la gestion des médicaments à risque. Et on a vu effectivement des établissements être en difficulté par rapport à cette thématique-là. Alors, il y a plusieurs choses, hein, il y a plusieurs sujets, mais avec souvent des médicaments qui étaient mélangés avec des sources de confusion, donc qui ne permettaient pas de sécuriser effectivement l'utilisation de ces médicaments. Et puis, dans les critères impératifs, la question de la douleur, de la prise en charge de la douleur, la question des mesures restrictives de liberté en santé mentale sont des éléments qui sont aussi, source
d'écart, parfois très importants. Et on voit que, voilà, dans certains établissements de l'hospitalisation privée, on a eu des écarts pour les établissements qui n'ont pas été certifiés. Les écarts étaient très forts sur ces sujets-là. Donc, un encouragement à effectivement poursuivre le travail qui a été engagé, parce que je sais que certains établissements ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là après la visite. Et donc, on a quand même des actions correctives qui ont été conduites. C'est très bien, c'est tant mieux pour le malade, et c'est tant mieux aussi pour le travail des professionnels. C'est repérant. Voilà pour les critères impératifs. Donc, on voit bien que sur les résultats qui s'écartent le plus des exigences, on a d'une part l'établissement qui promeut toutes les formes de recueil de l'expression du patient, les connaissances et les compétences individuelles et collectives des équipes qui sont assurées. Dans les secteurs de soins critiques, les modalités de prise en charge du patient sont analysées et se traduisent par des plans d'action dont les effets sont mesurés. Et donc, sur le dernier critère, c'est que le patient est informé sur les représentants des usagers ou associations de bénévoles qui peuvent l'accompagner et sur les aides techniques et humaines. On voit que sur ce critère-là, qui est un critère qui pose un souci à de nombreux établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Alors, on argumente parfois que c'est difficile d'avoir des représentants des usagers, qu'il est compliqué de pouvoir les associer aux travaux conduits par un établissement de santé, et que les patients, même si on leur dit qu'il y a des représentants des usagers, voilà, ils ne les connaissent pas forcément. Donc, il y a effectivement cette difficulté-là, et on comprend bien les difficultés d'ailleurs que vous pouvez avoir pour travailler sur ces questions-là. Mais il est important que le malade puisse, à un moment donné, se tourner vers des pairs qui pourront effectivement l'écouter, le représenter, le conseiller. Et donc, c'est important de faire en sorte que les représentants des usagers ou les représentants d'associations, quelles qu'elles soient, puissent voilà, être partie prenante des travaux qui concernent le fonctionnement d'un établissement de santé et dans lequel ils peuvent avoir leur mot à dire. Et la HAS, en fait, est très soucieuse de la manière dont les usagers sont entendus, écoutés, dont leur voix est prise en compte pour travailler sur les évolutions des organisations, que ce soit les modalités d'accueil, d'accompagnement, sur la qualité de l'information. Vous savez, parfois, on reçoit des commentaires d'établissements sur les observations qui nous disent, alors, dans un établissement, au domicile d'un patient, par exemple, on a informé la maman il fallait que les médicaments soient dans un endroit sécurisé, etc. Mais elle ne nous a pas écoutés. Et donc, quand vous êtes venu, vous avez observé. Mais en fait, ce qui est important, c'est que ça n'a pas marché, il faut qu'on revienne, il faut qu'on répète l'action. Et si ça ne marche pas encore, il faudra qu'on répète. C'est parfois très compliqué, ce métier de soignant que j'ai moi-même exercé, mais qui nous amène effectivement à devoir nous interroger en permanence sur est-ce que l'information que j'ai transmise, elle est bien comprise et est-ce que la personne pourra ensuite la répéter. Donc voilà, il y a de vrais enjeux autour de la place du patient aujourd'hui dans un établissement de santé et dans vos travaux. Bon, voilà, vous pouvez retrouver tous les résultats de la certification sur le site Caliscope. Et puis, on a eu une campagne d'affichage associée pour dire qu'en fait, on ne se fait pas un avis sur un hôpital comme sur un livre ou toute autre chose. Et c'est à la fois de l'expérimentation
Et ça renvoie à, d'une part, la manière dont l'établissement répond à des indicateurs nationaux, répond à la certification, et donc il faut effectivement, les établissements sont amenés à se challenger un petit peu aussi. Voilà. Et puis, quand même un point qui est très important, c'est-à-dire qu'en fait, un établissement de santé ne doit pas se sentir seul. Et il y a un certain nombre de structures d'appui, ce qu'on appelle les structures d'appui ou d'accompagnement, qui sont là aussi pour vous aider et pour aider les établissements de santé qui le souhaitent. Euh, donc, elles sont citées là. Et puis, donc, on a le livret des structures nationales et régionales d'appui et d'accompagnement des établissements de santé qui est disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et donc, vous pouvez y accéder pour, en tout cas, les solliciter pour vous accompagner dans des sujets qui vous posent souci. Les trois rives, par exemple, ça concerne l'identito-vigilance. Bon, le réseau Médit, vous connaissez. Le développement durable avec le, des sujets qui sont importants et on en reparlera. Voilà, dans les infections associées aux soins, etc. Et puis les structures régionales d'appui que vous connaissez parfaitement avec la. Alors, vous avez parlé du numérique. Et donc, du coup, on a été sensible quand même à vos retours. C'est important parce qu'en fait, le numérique a été introduit en lien avec l'Agence du numérique en santé en fin 2023 pour une mise en œuvre avec le référentiel en 1er janvier 2024. L'idée était que nous avions quand même des collègues en établissement de santé qui étaient confrontés à de nombreuses attaques, de nombreuses cyberattaques, en lien souvent avec alors des vulnérabilités au niveau des systèmes d'info, mais surtout des pratiques qui pouvaient poser problème. Et donc, c'est beaucoup sur ces pratiques, les pratiques des professionnels, avec l'utilisation d'outils non sécurisés, etc., qui a fait l'objet de son introduction dans le référentiel de certification. Et en s'assurant que ben, l'établissement mettait en œuvre des mesures de maîtrise en fait, de ce risque. Alors, parce je sais qu'aussi, il y a eu des pratiques des pratiques d'audit qui ont voilà qui étaient très différentes d'un expert à l'autre. On a recruté des experts donc sur cette fin 2023 pour qu'ils soient mobilisés dès le 1er janvier 2024, que nous avons fait un premier retour d'expérience en mars, un deuxième en juin, et on a été amené à resensibiliser sur les attendus de la certification. Il ne s'agit pas effectivement de faire une inspection du système d'info, ni même un audit de sécurité. Ce n'était pas le but. Et donc, je vous rejoins, Monsieur le Président, là-dessus. Le but était vraiment de s'assurer que l'établissement était organisé pour pouvoir répondre à des problématiques de sécurité du système d'information. D'autant que les systèmes d'information s'informatisent beaucoup, que le dossier patient informatisé est quand même un sujet important, qu'avec avec l'informatisation du dossier, ben, il y a d'autres outils qui sont informatisés, la paye, la logistique, enfin, etc. Il y a beaucoup de choses qui concernent l'informatisation. Et pour le coup, ben, il faut qu'on soit attentif à la manière dont l'établissement répond à la sécurité de ces outils pour permettre la continuité de la prise en charge des malades. Voilà, donc 2024 a été l'année de l'introduction du numérique. Alors, sur les ajustements du référentiel en 2024, on a un nombre de critères qui sont identiques, y compris sur les critères impératifs. On a eu des fusions de critères. Et les sujets marquants, donc, c'est le renforcement de la thématique numérique en santé. Alors,
Donc, on a travaillé avec la DNS, la NS et la HAS. Donc, 7 critères, dont 2 nouvellement créés. Ce nouveau profil d'expert visiteur, ils sont 174. Ils ont eu une formation spécifique et ils ont intégré les équipes donc, en janvier. Il y a systématiquement un EVN par visite. Les profils des EVN, en fait, ils sont soit c'est des ingénieurs des systèmes d'info ou des directeurs des systèmes d'info. Ça peut aussi être des médecins impliqués dans la gestion de l'information du numérique, soit au niveau du PMSI, soit des PO, soit ailleurs. Ça peut être des soignants aussi impliqués dans l'identité-vigilance. Enfin. Donc, on a plusieurs profils, en fait, autour de ces critères-là, comme on a plusieurs profils soignants, comme on a plusieurs profils médicaux, en fait, etc., pour les autres critères. C'est aussi ce qui fait la difficulté de l'harmonisation du regard porté sur les critères du numérique. Et c'est ce sur quoi on s'emploie au niveau de la formation continue pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une harmonisation de l'approche qu'ils doivent avoir en visite de certif. Donc, on est bien sur l'identification des risques, sur la formalisation et les exercices de mise en œuvre des plans de continuité d'activité et les plans de reprise d'activité, et toute procédure en mode dégradé. Alors, l'idée, c'est que l'établissement s'engage dans ces plans de continuité d'activité, intégrant le risque numérique. Les plans de continuité d'activité, je rappelle, ils ne sont pas liés au risque numérique, ils sont liés au plan de ce qu'on appelle les plans blancs, les plans les SSE, les actions de sensibilisation et d'acculturation, avec la formation, ce qu'on appelle l'hygiène informatique, ça c'est pour les pratiques en fait des professionnels. Et puis, c'est les plans d'action suite aux audits réguliers. Alors, les 7 critères numériques dans l'assertif, investigués par les EVN ou par les EV, donc on a la gestion des risques numériques, donc avec la maîtrise par l'établissement du risque de sécurité numérique, et la sécurisation de l'identification des professionnels. Voilà, c'est un nouveau critère, 3606. L'idée là, c'est que, en fait, pour rentrer dans un système d'information, il faut qu'on y soit autorisé. Et donc, pour le coup, ça nécessite effectivement des mots de passe. On est habitué à avoir des mots de passe partout dans notre vie, ne serait-ce qu'à notre banque. Voilà, on a une double identification. Donc, c'est quelque chose qui est d'usage maintenant. Et donc, pour sécuriser un système d'info hospitalier, il est de bon usage d'avoir ces règles d'identification pour pouvoir l'utiliser. Donc, sur la promotion des bons usages, on a l'usage du système d'information pour l'accès au dossier patient. Parce qu'en fait, derrière l'accès au dossier patient, on est avec un dossier informatisé, donc largement utilisable de partout. Donc, il faut qu'on puisse s'assurer que les personnes qui rentrent dans le dossier, ils sont autorisés. Donc, il y a une charte d'habilitation à avoir. Et cette charte d'habilitation doit être argumentée. C'est-à-dire pourquoi j'y vais, pourquoi l'infirmier doit y être, doit pouvoir accéder, pourquoi l'aide-soignant doit pouvoir accéder, etc. Donc, tous ces acteurs doivent pouvoir justifier de l'utilisation du dossier. La sécurisation des usages des communications informatiques, d'informations médicales. Alors, on sait que c'est très compliqué de pouvoir sécuriser toutes les communications. Donc, mais on vous encourage véritablement, comme on encourage tous les acteurs du monde de la santé, à vraiment utiliser de la messagerie sécurisée pour permettre effectivement la sécurité des données transmises. L'accès du patient à son dossier, donc ça c'est le patient doit avoir accès aux informations qui le concernent. L'information du patient, c'est-à-dire que le patient doit être informé que l'établissement va utiliser un dossier patient informatisé, va utiliser
va transmettre les informations dans mon espace santé, enfin, etc. Et puis, le respect des bonnes pratiques d'identification du patient, c'est quand même la base, c'est le bon patient auquel on fait les soins. Donc, pour renforcer ce qu'a dit M. Lamine Garbi, le renforcement de la thématique numérique en santé, c'est un levier pour développer les usages du numérique au bénéfice de la continuité et de la sécurité des soins. C'est un audit résultat centré sur les professionnels et ce n'est pas un audit technique, une inspection qui évalue la sécurité des systèmes d'info. Donc, c'est véritablement cette approche qui est la nôtre véritablement aujourd'hui. Et cette approche, elle est en cohérence avec les politiques publiques en matière de numérique et de sécurité. Donc, le Ségur du numérique en santé, et là, se déploie à Chopin 2, la feuille de route du numérique en santé et le programme. Voilà, vous avez 2 fiches pédagogiques sur la thématique du numérique sur le site de la Haute Autorité de Santé, l'évaluation de la gestion des risques numériques dans les pratiques de soins et l'évaluation de l'accès aux données de santé, dossier patient et mon espace santé. Et puis, d'autres vont arriver à l'avenir. Voilà. L'idée étant de soutenir l'évolution vers un système d'information hospitalier qui soit le plus ergonomique possible, de prévenir la crise cyber, de sécuriser les données, et si on est attaqué, c'est savoir gérer la crise. Parce qu'en fait, à un moment donné, on va être attaqué. Voilà. On ne sait pas quand, mais on va l'être. Et du coup, c'est pouvoir répondre, pouvoir faire face, en fait, et pas être démuni quand ça se produit. Voilà. Et puis sur la création des dossiers et la qualification de l'identité des patients, l'accès aux données de santé par les professionnels et l'accès aux données de santé pour les patients. Donc, on voit que les résultats au national, comme pour les établissements de secteur privé, les points d'attention portent sur l'information claire et adaptée du patient, la sécurisation des identifications dans le système d'info, les modalités de communication ville-hôpital, avec cette messagerie sécurisée et l'utilisation de mon espace santé, et la maîtrise des risques de sécurité numérique. Souvent, on a une absence de plan de continuité des activités ou de plan de reprise qui sont, voilà. Et puis des chartes d'habilitation qui sont parfois manquantes, parfois pas très bien complètes. Bon, vous avez des outils d'appropriation pour vous permettre de continuer voilà, à renforcer les compétences avec des nouvelles fiches publiées depuis le mois de mai. Voilà, je passe avec et la sensibilisation sur les critères impératifs avec des nouveaux outils, des affiches, des livrets témoignages qui sont disponibles sur le site internet de la Haute Autorité de Santé. Vous avez un QR code pour pouvoir flasher si vous le souhaitez et accéder directement au site. L'idée étant que derrière ces livrets de témoignages, on ait des informations qui soient faciles d'appréhension. Excusez-moi. Et puis, une newsletter des établissements de santé qui transmet de l'information, en fait. Pour vous, professionnels exerçant en établissement de santé, pour être au courant des dernières infos. Et voilà, l'idée, c'est qu'on vous donne de l'information la plus complète et la plus régulière possible. Voilà, puis si jamais vous avez, voilà, vous souhaitez diffuser plus largement les informations que nous transmettons via Calista, n'hésitez pas à créer des profils collaborateurs si cela vous est possible.
Voilà, donc des vidéos. Vous avez la possibilité en tant que, voilà, Monsieur Lamine Garbi évoquait les 6 établissements qui étaient voilà, qui passaient leur certification, donc une par mois, donc c'est vrai que c'est long. Vous avez aussi la possibilité, quand les configurations le rendent possible. C'est pas toujours le cas, hein. Il faut que les établissements soient quand même dans une proximité géographique assez forte, des possibilités d'être sur une démarche commune. L'idée là, c'est qu'on puisse valoriser la logique de territoire via l'évaluation des parcours, que ça soit lisible et que ça ait du sens, hein, aussi pour les usagers. L'idée, c'est d'une simplification et d'un allègement de la procédure. Voilà. L'idée, c'est d'être dans une dynamique commune, voilà, à condition d'avoir un bassin de population commune et d'avoir des organisations qui soient mutualisées et un projet médical qui puisse être commun. Mais si c'est le cas, si certains de vos établissements sont dans cette dynamique, dans cette configuration-là, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir envisager cette certification commune. Ouais. Patrick, juste un mot, je ne sais pas si Oui, vous m'entendez. oui, J'étais un des créateurs de la certification commune il oui, y a 25 ans. oui, Et là, j'ai renoncé parce oui. que la simplification HAS faisait que cette visite de mes 6 établissements, c'était 6 équipes de visiteurs experts qui venaient sur 15 jours. Oui, Donc, oui, c'était pas tenable. Donc, je pense qu'il faut oui, revoir cette simplification parce que ça passe pas, quoi. Ça passe pas. oui, oui. On peut pas mobiliser sur 15 jours une équipe commune Non. RH, informatique, sur autant de visiteurs experts. Hmm. Avant, c'était plus simple. Il y avait une équipe qui venait ou 2 équipes qui venaient pour les sites. Voilà, donc, je pense qu'il faut revoir parce que c'est impossible aujourd'hui à faire. Impossible. Et vous le savez, je Oui, suis oui. toujours de bonne volonté quand il faut innover, hein. Oui, oui, je sais. Puis bon, on en a longuement parlé d'ailleurs ensemble, tous les deux. Je comprends ça. Et c'est vrai que c'était pour le coup pas forcément très simple non plus à organiser. Donc, alors, je pense qu'il faut on l'appréhende peut-être sur des regroupements peut-être plus simples ou plus proches. Enfin voilà, mais en tout cas qu'on poursuive notre Ouais, réflexion ou aussi de notre côté. une seule équipe qui vient Oui, peut-être, une seule équipe. Oui, oui, tout à fait. Oui, une équipe renforcée, mais qui fait un site à la fois, quoi. oui, oui. Pas 3 sites en même temps, quoi. Mm, C'est pas possible pour les équipes. ouais. Oui, puis vous pouvez pas vous démultiplier. Enfin, Non, l'équipe support peut pas être partout à la fois. c'est ça, On voilà. a, on a bien compris. Ouais. Mm. Donc à revoir, parce que moi, j'y crois beaucoup à la certification. Oui, oui, J'ai oui. acheté privé, même si on n'a que l'appellation Canada Dry, parce qu'on n'est pas reconnu GHT. Mais Mm. beaucoup d'entre nous sont organisés en GHT, et de plus en Ouais. plus. Oui. C'est entendu, en tout cas. Merci. Oui. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Méchin, pour tous ces éléments utile, je le pense, pour les établissements qui sont présents à ce webinaire et puis pour les autres qui pourront le voir en replay. C'était particulièrement, je pense, intéressant, hein, évidemment, ce focus sur les résultats pour notre secteur et qui finalement donne à voir, disons, les critères sur lesquels se mobiliser peut-être encore plus davantage dans le cadre de la préparation de la visite de certification. Et puis vous avez évoqué effectivement le renforcement des critères numériques, hein. C'est vrai que on a eu des échanges réguliers tout au long de l'année, notamment au premier trimestre, au premier semestre même 2024, hein, parce qu'effectivement les premiers retours qui Mm. nous avaient été faits des établissements visités montraient bien que finalement l'expérience dépendait du profil des experts visiteurs numériques
selon s'ils étaient des experts visiteurs expérimentés, familiers de la démarche de certification, ou si c'était plutôt des primo-experts visiteurs avec un profil plus technique de RSSI, de DSI, où là, effectivement, ben, c'était utile aussi que vous puissiez rappeler là ce matin que cette visite de certification, ça ne doit pas être un audit technique ni une inspection. Et merci en tout cas d'avoir pris en compte ce retour d'expérience et quelque part notre alerte et d'avoir sensibilisé Mm. pour les visites suivantes ces experts visiteurs numériques. En tout cas, un grand merci. On se retrouve donc pour votre deuxième Oui, intervention tout à l'heure. Je vais maintenant donner la parole aux établissements de santé privés. Trois établissements de santé privés, tous certifiés avec mention, donc bravo, et certifiés en 2024 et qui ont accepté de partager leur retour d'expérience, leurs bonnes pratiques, leurs outils parce que c'est aussi ça, la FHP, pouvoir effectivement valoriser les bonnes pratiques pour en faire bénéficier l'ensemble de la profession. Et donc un grand merci. Et je vais donner la parole sans plus attendre à Marielle Guillot, qui est directrice des cliniques de Saujon, Hippocrate et Villa du Parc. Et puis également à Marlène Angelini, qui est responsable qualité bah, au sein de ces établissements. C'est à vous. Bonjour à tous. Donc, les cliniques de Saujon, clinique Villa du Parc et clinique Hippocrate accueillent jusqu'à 155 patients à L2. Et donc, nous avons eu une certification commune en avril 2024 pour ces deux établissements. On a uniquement de l'hospitalisation complète. Pour ce retour d'expérience, on va vous faire une intervention à deux voix. Donc, Marielle Guillot, je suis directrice générale des deux établissements, donc à Saujon, en Charente-Maritime. Et je suis donc avec Marlène Angelini, qui est responsable qualité, qui a mené la certification en avril dernier. Donc, on n'a pas de recette magique hein, pour avoir une certification avec mention haute qualité des soins, mais on souhaite vous partager quelques éléments qui, pour nous, ont été des clés de réussite issues de notre retour d'expérience. Voilà. Moi, je vais aborder les points faibles et les points forts de cette certification. Dans les points faibles, j'ai intégré les établissements un an avant la certification et j'ai été nommée responsable qualité 7 mois seulement avant la certif. La dernière certification datant de 2017, il y avait une méconnaissance des professionnels par rapport au référentiel ils étaient restés sur une vision administrative des dernières certifications. Donc, il a fallu les remettre dans le bain. Et le nouveau référentiel qui a été mis en place en janvier 2024 avec le critère risque numérique, qu'il a fallu aussi travailler pour mener à bien la certification. Sur les points forts, il y a les liens étroits avec la direction. Ça nous a permis, enfin moi en tout cas, ça m'a permis d'appréhender beaucoup plus sereinement cette démarche. La forte implication des professionnels et des représentants des usagers. En effet, les représentants des usagers étaient pleinement associés dès le début de la démarche de cette certification et ils ont pu participer à beaucoup d'instances. Ils sont très présents dans les cliniques, ils ont une permanence mensuelle, ils rencontrent les patients. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé et elles sont très impliquées au sein des deux cliniques. L'accompagnement des professionnels coaching, ça c'était vraiment très important de rencontrer les professionnels toutes les semaines pour aller leur parler qualité parce que c'est pas quelque chose qui est inné. Donc c'était vraiment quelque chose d'important cet accompagnement et leur engagement. Tous les acteurs, que ce soit médical, paramédical, administratif, technique, etc., ils ont eu la capacité de se remettre en question, de s'adapter et d'avoir cette volonté de s'améliorer constamment concernant la qualité et la sécurité des soins.
Donc, je vais vous partager quelques éléments que nous avons identifiés qui nous ont servi pour passer cette certification et obtenir la mention. Donc pour nous, c'était important de faire participer les équipes médicales et soignantes, ainsi que les représentants des usagers, pour répondre aux grilles d'évaluation. Quand on dit faire participer, c'est vraiment de manière active, leur demander leurs idées, leurs propositions pour améliorer les pratiques. On est convaincu que leur implication a favorisé leur adhésion et le développement d'une culture qualité partagée au sein de l'établissement. Les professionnels doivent se reconnaître dans ce qui est dit et dans ce qui est fait, donc les associés pour nous étaient indispensables. Pendant plusieurs mois, nous sommes intervenus à chaque staff, surtout Marlène, les staffs d'équipe. Nous avons organisé des réunions de travail hebdomadaires avec les médecins sur le temps du déjeuner. Et nous avons rencontré les représentants des usagers à plusieurs reprises, en plus des CDU habituels. Ça nous a permis de préparer ensemble les réponses pour les évaluations et de les retranscrire pour valoriser auprès des experts visiteurs le travail réalisé. On sait tous qu'une visite de certification est anxiogène. Les professionnels peuvent se sentir déstabilisés et omettre des informations. Cette préparation était rassurante pour tous, notamment pour les équipes, et a constitué un support pour eux. Donc nous avons préparé les réponses avec eux. Cette préparation, oui, écrite a été un support auquel ils ont pu se référer, notamment au cours de la visite. Et nous avons procédé de même pour les audits système gouvernance. Donc nous avons préparé nos réponses qui nous ont servi de fil conducteur. Donc c'était vraiment des éléments pour nous rassurants et surtout, ça nous a permis d'être exhaustifs dans nos réponses et pas se dire après la rencontre avec les experts visiteurs, mince, on a oublié de parler de ça, on aurait pu dire ça, voilà. Donc on avait vraiment préparé à l'avance nos éléments de réponse qui a permis vraiment de valoriser au maximum notre travail, l'existant. Dans la méthodologie, on a commencé par travailler sur les critères impératifs. Notamment avec les médecins, on a beaucoup travaillé sur les critères impératifs et notamment la prise en charge en santé mentale. Pour cela, on a mobilisé les outils utiles. On s'est aidé des fiches pédagogiques comme grille de lecture des attendus, tout en ayant à l'esprit que c'est le manuel de certification qui est le référentiel opposable. Mais ça nous a aidé dans la préparation. Et nous avons du coup décidé avec les professionnels des actions à mettre en place pour nous confirmer aux attendus lorsque nous n'y étions pas encore. Concernant les outils dont on s'est servi pour préparer cette démarche, on a créé un certain nombre d'outils à partir de Calista et Forap. Donc, sur la slide, on voit prévention des infections associées aux soins. En fait, on s'est servi des grilles Calista pour faire un livret questions-réponses qu'on a travaillé donc avec les professionnels et les représentants des usagers. On leur a laissé la possibilité de donner toutes les réponses qu'ils avaient, de les retranscrire pour ne pas les oublier, les avoir toujours sous les yeux. Et le fait de les retravailler comme ça a permis, pendant la certification, d'avoir des réponses fluides. Ensuite, on a aussi travaillé sur un flyer à destination des patients. Dedans, on a repris les représentants des usagers. Même s'ils sont présents, on s'aperçoit pendant les certifications que lors des patients traceurs, les patients ne pensent pas à parler des représentants des usagers, de la personne de confiance, directive anticipée, mon espace santé, ou comment déclarer un événement indésirable, même si c'est dans le livret d'accueil ou sur notre site internet, si on n'en parle pas directement, les patients ne s'en souviennent pas. Et même le fait, j'avais une intervention toutes les semaines avec les patients pour l'info d'accueil, et malgré cela, certains patients n'en avaient pas entendu parler. Donc, c'est pas quelque chose qui est inné, il faut vraiment mettre un petit point d'attention là-dessus.
Pour la suite des outils, les supports pour les audits système, chaque audit système avait un support. Donc là, en exemple, leadership, la gouvernance décline la politique qualité en actions concrètes sur le terrain. On a listé toutes nos actions de manière à ne pas en oublier et que ce soit quand même bien conçu. Et pour les affichages à destination des professionnels, chaque infirmerie avait en format A3 toutes les infos qui pourraient venir les aider pendant cette certification. Donc, il y a les retours des questionnaires de satisfaction, les fiches d'événements indésirables, un exemple du PAX, et sur cet exemple, on peut voir les actions mises en place suite au questionnaire de satisfaction, suite aux fiches d'événements indésirables, suite au CREX, suite aux différents indicateurs qualité-sécurité des soins. On a repris ces indicateurs sur cette fiche aussi, et des informations, toujours des infos utiles. Le jour de la certification, l'expert qui pose une question, le professionnel peut se tourner par rapport à cette affiche et avoir voilà, les infos directement sur l'affiche. On a également travaillé sur des quiz et des tests dans un magazine que l'on a au sein des cliniques, avec des questions-réponses et avec des cadeaux à gagner en fonction des réponses des différents professionnels. Donc ça a permis de faire participer les équipes de façon ludique et plutôt amusante. J'espère qu'il va me rester encore un peu de voix jusqu'à la fin de l'intervention. On voulait insister sur les points d'attention, notamment la réactivité à avoir dans le dépôt des documents sur Calista. C'est vrai qu'on a mis un point d'honneur à déposer rapidement les documents suite à la demande de la HAS. Pour nous, c'est la première image que l'établissement renvoie à la HAS. C'est les premiers échanges. Donc, c'est important d'être vigilant à la réactivité, à la pertinence et à la qualité des documents déposés. Ça donne un indicateur aussi de la culture qualité de l'établissement. C'est comme ça qu'on l'a vécu. On insiste aussi sur le fait d'anticiper et de faire participer. Tu perds ta voix. Donc là, c'est vrai qu'on déconseille. Oui, je reprends. Sur l'anticipation, vous avez mis une petite image, je ne sais pas si vous la voyez. Mais la légende, ce serait le manque d'anticipation, ça donne ça. Donc on voit qu'on commence par un cheval et puis on n'a pas le temps de le terminer, donc le dessin est un peu hasardeux à la fin et le rendu pas terrible. Donc c'est une image qu'on a souvent montrée parce que pour nous, elle est très parlante sur la nécessité d'anticiper et de ne pas attendre le dernier moment pour s'y mettre, vous l'aurez compris. Il est important aussi de prévoir un temps d'appropriation des équipes. C'est vraiment une certification de terrain, la V2020. C'est les équipes qui sont rencontrées. Il ne s'agit pas de changer des pratiques au dernier moment juste avant la visite. Ce serait le risque de perdre les équipes et de les mettre dans des mauvaises conditions pour la visite. Donc il faut vraiment prévoir un temps d'appropriation des équipes pour qu'ils aient un recul suffisant dans les changements de pratiques. Ensuite, on a mis un point d'honneur à vulgariser les termes qualité. On veut dire par là. Je peux plus. Tu peux plus. Donc, au niveau des termes qualité, la compréhension des éléments d'évaluation, elle n'était pas toujours évidente pour les professionnels. Les indicateurs nationaux, les X et les IQSS, trois façons d'appeler la même chose. Donc c'est vrai qu'en fonction des experts visiteurs, quand on a travaillé les fiches et quand on a posé les questions aux professionnels, on leur a posé d'abord selon la façon qualité, comme c'est posé, tel quel. Et effectivement, on se rendait compte que certains professionnels ne comprenaient pas. Donc, on a tout vulgarisé pour que ce soit vraiment compréhensible et que ça puisse être à la portée de tous. Alors, on a vulgarisé effectivement les termes pour partager une compréhension commune. Et on a aussi préparé les équipes à la terminologie HAS, puisqu'effectivement, ils peuvent avoir des questions posées sous différentes formes. Donc, on veut qu'ils soient prêts
On a donné l'exemple des indicateurs. On voulait que si on leur parle d'indicateurs nationaux, ils savent que c'est les IQSS. Si on leur parle d'X, ils savent que c'est les IQSS. Voilà, pour reconnaître, quand on leur posera la question, à quoi ça fait référence. Et on leur a aussi conseillé de ne pas hésiter à demander à l'expert visiteur de reformuler sa question s'ils n'avaient pas compris la demande. Et les regards croisés ont été importants parce que c'est vrai que quand on est tout le temps dans son infirmerie, dans sa salle de soins, on n'a peut-être pas cet œil extérieur. Donc le fait de pouvoir se déplacer dans les différents endroits de l'établissement, ça a permis de voir des choses qui seraient peut-être passées à l'as. Et voilà, ça nous a évité des ratés ou des choses de pas vues. Ça a permis d'améliorer les pratiques et de regarder les affichages potentiellement. Notamment, c'était vrai pour les observations, ou de passer, je passais régulièrement en fait dans les services, et il y a des choses que les équipes ne voyaient plus en fait. J'ai l'exemple en tête d'un relevé de température d'un réfrigérateur qui n'a pas été conforme à un moment donné, et la conduite à tenir n'était pas claire pour l'ensemble des professionnels. Donc c'est vraiment, il y a des choses, c'est leur quotidien, ils sont dans cette même pièce tous les jours. Il y a des choses qui ne sont plus vues. Donc c'est vraiment important de pouvoir croiser les regards et de croiser, puisque on a deux cliniques, de croiser sur les deux cliniques. Voilà ce qu'on souhaitait vous partager. On est disponible pour répondre aux questions. Ce sera certainement plus facile pour moi par écrit. Je suis désolée. Après, c'est vrai que toutes ces choses-là nous ont permis d'avoir la certification avec une mention. On a fini à 97,62%. Au niveau des résultats par chapitre, on a eu 96 pour le patient, 98 sur les équipes de soins et 99 sur l'établissement. Donc voilà, on était quand même très fiers de notre résultat. Vous pouvez. Merci beaucoup d'avoir partagé vos clés de réussite, aussi les outils que vous avez développés. Je pense que ça pourrait être réutilisé par les établissements présents au webinaire. Et puis finalement, pour vos conseils sur votre slide point d'attention, finalement, ces conseils que que vous pourriez donner aux établissements pour effectivement être le plus en ordre de marche en amont de la visite de certification. J'aime beaucoup effectivement l'image. Ça pourrait être utilisé dans toute gestion de projet en fait, où on commence fort et puis parfois effectivement on oublie d'anticiper certains éléments et ensuite ça finit dans la précipitation. Donc un grand merci et une mention spéciale Madame Guillot parce que vous avez réussi à tenir l'intervention malgré vos Je suis quintes de toux. désolée. Non, merci, c'est vraiment merci d'avoir accepté du coup de quand même d'honorer l'intervention malgré ces quintes de tout. Et encore bravo et je vais donner la parole également maintenant à Madame Bernadette Prévost-Rimbaud, qui est directrice de la clinique Isabelle à Abbeville, du groupe Victor Pochet. Merci beaucoup d'avoir également accepté de partager votre retour d'expérience. Et vous êtes également un établissement certifié haute qualité des soins. Je vous laisse la Bonjour parole. à tous, voilà, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parfaitement. Voilà. Donc, notre certification nous a eu lieu au mois de mars 2024. Donc, la clinique Sainte-Isabelle fait partie du groupe Pochet depuis 2021. Donc, un établissement récent dans le groupe, hein. On a une dizaine d'établissements sur l'ensemble du groupe. Donc, c'est une clinique chirurgicale avec service de chirurgie ambulatoire et de chirurgie d'hospitalisation complète et un centre de dialyse lourd. Donc, un de nos points marquants, c'est que nous avons complètement changé l'équipe qualité en septembre 2023 pour une certification en mars 2024. Donc, ce qui a été très court pour eux, mais avec l'appui de l'équipe qualité du groupe, donc, qui est en service support sur l'ensemble de nos établissements. Donc, les points forts de notre mise en œuvre, nous, ça a été un travail en équipe, puisqu'on a la chance d'avoir un corps médical qui est très présent, très investi dans toutes les instances de l'établissement.
et une équipe médicale qui partage énormément avec les soignants, les administratifs et la direction. Donc, ça nous a permis d'avoir un réel travail d'équipe et ça a été un des axes majeurs soulignés par les experts lors de notre visite. Donc, nous avons fait des préparations en groupe, donc avec l'ensemble des directeurs de tous les établissements et des services qualité de l'ensemble de nos établissements, y compris les services support comme la qualité groupe et le service informatique. Donc, pour faire notre préparation, la première des choses qu'on a faites, c'est prendre le référentiel certification et de faire réfléchir les équipes sur le référentiel pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils font au quotidien. Parce qu'ils font énormément de choses et ils n'en ont pas toujours conscience. Donc, de les faire s'exprimer sur ce qu'ils font, qui est attendu par le référentiel et qui faisait partie de nos points forts. Et après, on a ciblé les points les plus compliqués. On a bénéficié d'un accompagnement BAC-IMEP puisque nous sommes le premier établissement du groupe à passer en certification. Les autres établissements suivis, Paris est passé il n'y a pas très longtemps. Pochet commence aujourd'hui sa certification, donc on pense aux collaborateurs qui sont en plein dedans aujourd'hui. Donc l'accompagnement de BAC-IMEP nous a permis de cibler nos points faibles. Un mois avant la certification, on a eu une visite à blanc de BAC-IMEP et on avait demandé à BAC-IMEP d'axer sur les points qu'on savait être nos points compliqués, de manière à faire prendre conscience à l'ensemble de l'établissement, à l'ensemble des équipes, de là où on avait encore un dernier coup de collier à mettre et où il fallait absolument travailler. Donc, ça a été une certification à blanc, ça a été compliqué parce qu'on a bien ciblé que les points négatifs de l'établissement, mais ça nous a vraiment permis de rebondir derrière et de pouvoir avancer. D'ailleurs, on a gardé cette même forme sur l'ensemble des établissements du groupe, où là, pour le coup, ce sont les cadres de Sainte-Isabelle qui sont allés faire des visites à blanc dans les autres établissements, de manière à pouvoir cibler les points de difficulté qu'il fallait absolument encore travailler. Donc, on a une équipe qualité qui est très, très investie au niveau de l'ensemble de nos établissements, qui ont fait de la formation, du coaching des équipes au quotidien, qui nous ont mis en place un certifibook. Donc, je vais vous montrer après des exemples. C'est un classeur qu'on a mis dans tous les services et qui permet à l'ensemble des équipes de pouvoir avoir toutes les informations concernant la certification par le biais de jeux, de quiz. Ils ont mis en place des challenges, alors des challenges entre nos équipes, mais aussi entre nos établissements sur l'outil qualité que nous avons qui est Calios. Donc, ça permet aux équipes de s'approprier toutes les données, notamment tous les critères impératifs, tout en jouant. Et le but des jeux, c'était pour eux de gagner des lots, des cadeaux dans le cadre de la qualité de vie au travail, donc des choses pour améliorer leur quotidien au sein des services. Donc, dans nos outils, on a aussi utilisé notre projet d'établissement qu'on devait réécrire. Donc, on en a profité pour écrire un projet d'établissement. La base, c'était le PRS, mais aussi le référentiel de certification. Donc, on est parti de ces deux éléments pour pouvoir construire un projet d'établissement qui nous permettait de mettre en valeur tous les éléments attendus dans le cadre de la certification et en lien avec nos envies d'évolution sur l'établissement. Pour répondre à certains critères, notamment tout ce qui est information des patients et des salariés, on a fait le choix d'utiliser l'affichage, qui bien souvent est un affichage pas forcément agréable, un peu sauvage, où on placarde des choses sur les murs et ça fait beaucoup. Donc on a décidé d'utiliser comme la décoration des services, donc en utilisant des cadres en bois, en mettant de la couleur. Par exemple, la charte des enfants hospitalisés, on a gardé la charte officielle, hein, mais on l'a complètement réécrite avec plein de couleurs gaies pour dire d'attirer le regard, pour que les enfants aient envie de les lire, les parents aussi. Nos équipes ont travaillé sur des passeports dans les différentes disciplines. Donc, on a un passeport d'ambulatoire, un passeport de chirurgie, un passeport pédiatrique et un dialyse, dans lesquels on a vraiment mis un point fort sur l'information du patient aux différentes étapes de son parcours, avec toutes les informations nécessaires par rapport à la personne de confiance, par rapport aux directives anticipées, ou sur l'ambulatoire, on a mis en même temps le projet personnalisé de soins, parce qu'on ne trouvait pas sur l'ambulatoire comment le mettre en œuvre. Donc, on a travaillé ces outils qui permettent aux patients d'avoir les informations en permanence avec lui et les équipes aussi. On a travaillé sur tous nos parcours de pédiatrie avec un investissement dans du petit mobilier de pédiatrie auquel on ne pense pas forcément, mais c'est les rehausseurs de toilettes, c'est des petits marchepieds, ce sont des jouets, des tables d'éveil qui permettent vraiment de créer, alors dans nos chambres qui ne sont pas forcément des chambres dédiées pédiatrie, puisqu'on a un jour de chirurgie pédiatrie par semaine, mais de pouvoir très rapidement modifier nos chambres, nos espaces,
pour avoir un lieu pédiatrique adapté à l'accueil des enfants et des adolescents, puisqu'on a fait différentes catégories d'âge avec différentes activités en fonction des âges. Donc là, c'est un exemple de nos affichages. Voilà, si ça peut donner des idées. Le Certifibook, donc notre Certifibook, on retrouve à chaque fois dans le Certifibook les outils adaptés, alors, qui ont été présentés à chaque fois en petits groupes aux équipes, y compris les équipes de nuit, parce qu'il ne faut pas les oublier. Et nous, ça a été un point important aussi lors de la certification, hein, de pouvoir avoir informé nos équipes de nuit qui étaient en mesure de répondre. Donc, on a un sommaire qui reprend les différentes thématiques qui sont attendues, et notamment dans les critères impératifs. Et à chaque fois, voilà, on a un mémo avec ce qui est attendu, à quoi ressemble le critère. Et derrière, on met des jeux. Voilà, donc il y a des petits carnets de jeux. Alors, c'est vrai que pour le coup, le service qualité a fait un gros travail. L'idée, c'est d'amener la qualité d'une manière ludique. Parce que la qualité, c'est pas quelque chose qui parle à tout le monde. Pour certains, c'est des tableaux, des chiffres, des diagrammes, des évaluations. Donc, c'est un peu rébarbatif quand on n'y est pas familiarisé. Donc, voilà, ils ont créé des jeux. On a aussi des jeux de loi, on a des rébus, on a des mots croisés qui permettent de s'approprier les éléments, de s'approprier le vocabulaire de la certification et vraiment de pouvoir échanger et dans une ambiance qui fait qu'on a une ambiance un peu conviviale pendant nos réunions et chacun se renvoie des idées que n'a pas le voisin. Donc ça permet vraiment d'avoir une forme de brainstorming qui met en avant des points auxquels on n'avait pas forcément pensé au départ. Un des points marquants de notre certification, c'était la bienveillance des experts. Parce que les soignants ont peur. Pour eux, l'évaluation, ce n'est pas toujours quelque chose de très évident, de très positif. Ils ont toujours des craintes de ne pas bien répondre. Et en fait, on a des experts visiteurs qui sont venus, qui les ont mis à l'aise, qui ont accepté que les échanges se fassent, alors pas forcément avec un seul soignant, parce que quand on envoie un soignant répondre aux experts, soit il perd ses moyens, soit il va avoir peur d'oublier des choses. Donc le fait de les envoyer à plusieurs, ça permet qu'ils puissent avoir des échanges. En fait, on avait des vraies relations de communication qui se créaient dans les groupes avec les experts visiteurs. Et c'était vraiment un temps d'échange avec les soignants. Et chacun pouvait apporter ses réponses et venir compléter. Et c'était vraiment ce côté-là qui a permis d'avancer. On avait une disponibilité de tous, donc c'est-à-dire que nos médecins se sont débrouillés pour pouvoir se libérer du temps, pour être disponibles, pour répondre aux experts, les soignants aussi, la direction c'est pareil. Donc on a vraiment travaillé tous ensemble pour pouvoir prendre le temps de cette certification, pour pas être dans l'urgence, dans des contraintes en ressources humaines. Donc voilà, ça a été un des points positifs. Et le fait de pouvoir tous avoir des échanges en groupe et mutualiser les idées, mais alors au niveau des services, mais aussi au niveau de nos différents établissements. Donc au final, on est certifié avec mention, avec 97,2%, des critères impératifs 100%. Les critères avancés, donc sur tout ce qui est prise en charge médicamenteuse, conciliation des traitements, on est à 100%. Travail en équipe, 100%, ça a été souligné. L'expertise patient. Donc, l'expertise patient, notre gros défaut a été de considérer de l'expérience patient comme une forme d'expertise patient. Donc, on fait participer les patients. Par exemple, la rédaction des passeports s'est faite en collaboration avec les patients pour voir ce qu'ils voulaient trouver dedans, tout ça. Mais ça, c'est de l'expérience et ce n'était pas l'expertise patient. Voilà. Donc notre travail actuel, c'est d'ailleurs de voir comment on peut intégrer une réelle expertise patient dans nos prises en charge. L'accréditation des médecins. Donc, elle est promue dans l'établissement 67%. Pourquoi 67%? Parce que ce sont des praticiens libéraux qui ont leurs propres audits, leurs propres accréditations. Et en fait, nous n'avons pas forcément les résultats des accréditations des praticiens et surtout, nous n'avons pas leurs axes d'amélioration que les experts s'attendaient à retrouver dans notre PACS. Donc, ça veut dire que les médecins doivent fournir à l'établissement les points d'amélioration qui sont attendus dans le cadre de leur propre certification, de manière à ce que ce soit intégré dans le PACS de l'établissement.
Voilà. Donc, dans nos points d'attention, c'est aussi la compréhension du patient. Parce que les patients, lorsqu'ils ont rencontré des experts, on bien dit que oui, oui, ils étaient informés, ils ont bien vu dans les livrets d'accueil, ils ont vu des fiches. Par contre, ils ne savent pas expliquer ce que c'est, ce que sont les directives anticipées, ce qu'est le DMP. Alors, le DMP, ça a été un très grand flou. La personne de confiance. Donc, on en a conclu quand même avec les experts qui étaient présents que nous aurions besoin de campagnes nationales d'explication à la population. Parce que comprendre le DMP, par exemple, bah, c'est compliqué. Dans le cadre des consultations sur les établissements, on peut en parler aux patients, mais l'assimilation par le patient de ce qu'est un DMP, de comment il peut y accéder, de ce qu'il va retrouver dedans, on a besoin là pour le coup d'une application à un niveau national. Les RU, donc nos RU, donc sur 4 représentants des usagers au niveau de la clinique Sainte-Isabelle, on en a 3 qui ont changé au mois de décembre. Alors, soit pour raison de santé, soit parce qu'il y avait des discordes entre les RU de l'établissement, puisqu'un de nos RU est à la fois représentant des usagers à la clinique, mais aussi représentant des usagers à l'hôpital public qui est à Abbeville, donc qui est pas très loin d'ici. Et en fait, c'est une personne bah, qui passe son temps à comparer le public et le privé, et qui était toujours en désaccord avec ce que le public, enfin avec ce que le privé pouvait mettre en place, ce qui crée des tensions au sein même du groupe des RU. Donc, alors, on a pu démontrer, nous, que les RU étaient bien informés, qu'ils étaient conviés aux différentes instances, mais qui bien souvent répondaient bah, qu'ils ne pouvaient pas venir, que le projet des usagers, ils étaient dans l'incapacité d'écrire puisqu'ils ne s'entendaient pas entre eux. Donc, on a des nouveaux RU qui sont arrivés et qui sont arrivés vraiment à 15 jours de la certification. Donc, bon, c'est un point qu'on continue à travailler. Et puis, oui, le statut libéral de nos praticiens. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai peut-être été un peu vite. Merci beaucoup. Non, c'était parfait. Je pense que votre intervention a aussi permis, en complément de l'intervention de Madame Guillot et Angelini, bah, de montrer que finalement il y a de nombreux outils qui peuvent être proposés pour embarquer en fait l'ensemble des professionnels dans cette démarche collective, transformer aussi l'obligation d'affichage en objet de décoration, c'est aussi des idées qui peuvent être prises. Et en tout cas, enfin, en tout cas, ce que vous avez exprimé aussi hein, sur finalement la difficulté pour les établissements de sensibiliser, en tout cas de s'assurer de la bonne compréhension des patients autour de mon espace santé. On le voit et nous, c'est quelque chose qu'on porte aussi au niveau national, c'est-à-dire qu'on estime que c'est pas aux établissements de faire porter ces déploiements. De politique publique. Effectivement, il y a une nécessité au niveau national d'accompagner ces outils avec, pour une meilleure compréhension, effectivement, des patients, parce que même si les patients sont informés sur le DMP, ils ne l'assimilent pas nécessairement et ne peuvent pas, du coup, le jour J, l'exprimer et l'expliquer. Donc ça, je pense que c'est important et c'est quelque chose enfin, en tout cas, c'est un point, un sujet sur lequel on se fait le relais aussi au niveau national. Encore un grand merci pour ce partage et je vous propose de maintenant donner la parole à Siam Abidi qui a accepté d'intervenir, qui est directrice d'appui santé à la clinique de Gargan, groupe Clariane, Inicea et je vous donne la parole. Siam, pour ce dernier retour d'expérience. Oui, bonjour à tous. Je vais commencer d'abord par une présentation de moi-même, puis de la structure que j'ai accompagnée pour la certification. Donc, je suis directrice d'appui, donc je suis rattachée au siège chez Inicea. J'accompagne les établissements qui sont en carence de directeurs avec plus ou moins des difficultés sur site. Donc, l'établissement que j'ai accompagné, je vous partage ma présentation. Là. Pensez à mettre votre caméra si on ne vous voit pas. Pourtant, elle est activée.
Je sais pas si vous voyez ma présentation. Non. Non. Ah, décidément. Voilà. Hop là, excusez-moi, veuillez m'excuser. Je vous propose sinon de la partager à votre place. Vous la voyez là? Ah bah parfait. Super, veuillez m'excuser. Du coup, j'ai accompagné l'établissement de la clinique de Gargan, qui est un établissement SMR, soins médicaux et de réadaptation, de 171 lits en hospitalisation complète avec un hôpital de jour. Alors, j'ai accompagné cet établissement dans un contexte assez particulier, car il est issu de la fusion de 2 établissements qui ont déménagé au sein de cette nouvelle clinique de Gargan en mai 2022. Donc, 2 établissements avec 2 équipes différentes qu'il a fallu accompagner sur cette certification. Alors, les points forts de cette démarche qualité qui a été déployée sur cet établissement ont été l'anticipation, la communication, l'analyse de l'expérience patient, et ainsi que la représentante des usagers au sein de notre établissement qui est très, très impliquée, et la gouvernance au sein de l'établissement. Les 2 points faibles dont je vous ai parlé, donc la fusion de 2 Madame, cliniques. juste, Oui, excusez-moi, je me permets de vous interrompre parce que les slides ne défilent pas. On est toujours sur la première slide. décidément. Pourtant, j'ai bien... Toujours pas? Non, peut-être si vous le mettez en plein écran. Là, ça y est, on est point faible au niveau des Ok. points. Ok. Excusez-moi, veuillez m'excuser. Donc, la fusion des 2 cliniques et le turnover de direction. Donc, depuis l'ouverture de la clinique, il y a eu 4 directions qui se sont succédées. J'étais la 4e. J'ai accompagné l'établissement pendant 8 mois avant la certification. Donc, comme quoi, même dans un contexte compliqué, on peut être certifié avec haute qualité des soins. Alors, la première chose qui nous a aidé sur l'établissement, ça a vraiment été l'anticipation de cette démarche qualité axée sur la certification. Donc, ça a démarré dès mai 2022, dès le déménagement, avec mise en place de pilotes de processus sur l'ensemble des processus. La mise en place de rituels, notamment les goûters qualité hebdomadaires. Durant ces goûters qualité, en fait, on déploie la démarche qualité, on la présente à tous les corps de métier. Donc, toutes les équipes confondues, cuisine, ASH, soins, sont vraiment conviées à ces goûters qualité qui durent en moyenne une demi-heure. La mise en place des copies l'HAS dès juillet 2022, mensuelles, puis hebdomadaires sur le dernier trimestre juste avant la certification. La mise en place aussi de l'équipe opérationnelle des risques avec une réunion à minima par semaine pour analyser les événements indésirables. Et il y a une forte culture de la déclaration sur l'établissement qui permet sur un gros établissement comme Gargan, qui est de 171 lits, d'avoir un retour du terrain et d'être informé des dysfonctionnements qu'il peut y avoir sur le site. Juste avant la certification, nous avons eu deux audits internes qui ont été faits par le siège, un en janvier 2023 et en février 2024, qui nous ont permis de voir un petit peu nos axes qui étaient en défaillance et pouvoir mettre en place des actions correctrices. La mise en place de référents, très important, des référents qui sont issus du terrain. Ça permet vraiment de fédérer les équipes autour de la démarche qualité et de légitimer ce qui est fait par leurs pairs, parce que c'est eux-mêmes qui font les sensibilisations, c'est eux-mêmes qui font les audits sur le terrain. Et vu que c'est les pairs qui les font, ça permet vraiment de légitimer tout ce qu'ils mettent en place et tout ce qui est fait. La planification aussi de simulation, on en a parlé tout à l'heure, donc notamment tout ce qui est cyberattaque, intrusion, urgence vitale, tous ces critères qui sont impératifs avec le nouveau référentiel. Donc, on a fait plusieurs fois des exercices de simulation où on a pu voir un peu les points forts des équipes et les points de faiblesse et retravailler ces points de faiblesse. Et les actions de sensibilisation multiples et répétées durant toute cette période de préparation. La communication, le point fort sur la clinique de Gargan, donc tous les managers sont impliqués. C'est la responsable qualité qui menait les goûters qualité qui sont faits de manière hebdomadaire, accompagnés d'un cadre sur les différentes thématiques. Les grilles d'audit système aussi qui ont été retravaillées et testées avec les équipes, on les a reformulées afin qu'elles soient vraiment compréhensibles pour toutes les équipes, donc que ce soit soignants, non soignants, technique, cuisine, toutes les équipes ont vraiment été impliquées dans ces grilles d'audit système qui ont été retravaillées et testées auprès d'eux et avec des séances de bachotage.
L'implication de tous les collaborateurs, j'insiste là-dessus, c'est vraiment la démarche qualité, c'est tous les corps de métier, que ce soit bio-nettoyage technique, soignants, l'équipe médicale, ils sont tous représentés dans toutes les instances de l'établissement. On a vraiment des instances qui sont vraiment pluridisciplinaires au sein de l'établissement. Lors de la dernière ligne droite, quelques semaines avant la certification, on a organisé des quiz, des jeux de questionnement sur les grilles d'Otis System qui avaient été retravaillés. Et les échanges ont toujours été collaboratifs et constructifs et pluridisciplinaires. L'absence de cloisonnement des métiers et des différents sujets, sur les différents sujets et l'entraide, ça, les experts visiteurs l'ont pu le voir parce que lorsqu'ils ont été reçus, les collaborateurs, ils ont été reçus en groupe. Et il y a vraiment une entraide pour répondre aux questions des experts visiteurs. Méthode de communication, notre système informatique, notre DSI a mis en place un outil de communication, Koala. Donc, c'est un smartphone. Tous les collaborateurs au sein de la clinique sont équipés de ce smartphone, toutes les équipes confondues. Et c'est par ce smartphone que se font vraiment toutes les communications de la direction et des managers auprès des collaborateurs. Donc, on peut faire des notes de service, les collaborateurs peuvent s'appeler entre eux, ils peuvent s'envoyer des messages. Ils peuvent faire les déclarations d'EI en direct depuis ce smartphone, les demandes d'intervention technique. Vraiment, cet outil permet de communiquer en temps réel avec les équipes. Il y a l'analyse de l'expérience patient. Donc, on a une représentante des usagers au sein de la clinique qui est très, très, très investie. Elle rencontre à minima de manière mensuelle les patients au sein de l'établissement. Donc, à chaque visite, elle nous dit les secteurs de patients qu'elle veut visiter. Elle passe un après-midi, elle voit tous les patients de son secteur qu'elle a identifiés. Et à l'issue de cela, elle nous fait un compte-rendu avec les 3 points qui ont été vus, la partie soins, rééducation, restauration, avec vraiment le ressenti et le retour des patients. Et de cela, on fait, nous, un plan d'action. Notre représentante des usagers participe à plusieurs instances de l'établissement et elle est vraiment proactive sur ces instances-là. Et la fluidité des échanges avec la représentante des usagers. Sur la clinique de Gargan, on n'attend pas la commission des usagers pour rencontrer la représentante. Elle est vue à chaque fois par la direction et le responsable qualité lors de ses visites mensuelles. Et il y a une disponibilité de tous les managers et du directeur pour discuter avec elle sur les éventuels dysfonctionnements qu'elle aurait pu voir sur l'établissement. L'implication du patient aussi, le projet thérapeutique qui est actualisé tout au long du séjour, un staff hebdomadaire pour tous les patients ou le projet thérapeutique est actualisé pour le patient. La recherche d'adhésion du patient dès son entrée et durant les 7 premiers jours de son admission. La communication de l'agenda du rééducateur au patient dès son arrivée. Les visites médicales qui sont à minima une fois par semaine et la disponibilité de l'équipe médicale si besoin, que ce soit pour le patient ou pour son entourage. Les intervenants aussi, donc tous les soignants font des actions d'éducation auprès du patient. Ils donnent des informations en vue de la sortie. Ils associent l'entourage du patient et l'investissement du service social dans la préparation de la sortie. Au niveau de la gouvernance, l'accompagnement des responsables qualité, je peux le voir moi sur les différents établissements où j'ai pu intervenir en appui. Souvent, les responsables qualité ont tendance à être un peu, aller trop dans le détail, on va dire, et le directeur a vraiment pour mission de recentrer vraiment sur l'essentiel, à savoir les critères impératifs. La nomination de référents sur la base du volontariat de tous les corps de métier sur les processus. On a mis en place aussi des fiches mémo qui étaient présentées lors des goûters qualité qui étaient faits de manière hebdomadaire. Là, je vous en ai mis un en exemple, c'est notamment sur les cyberattaques, donc la conduite à tenir en cas de cyberattaque. Un accompagnement aussi de notre siège chez NICEA avec la direction qualité qui nous a accompagnés sur cette certification. Un CODIR qui était vraiment uni, qui a travaillé de manière soudée en équipe pour déployer cette démarche qualité auprès de toutes les équipes. La fidélisation des équipes aussi, les experts visiteurs l'ont reconnu, on a des équipes qui ont une certaine ancienneté. On a réussi à les fidéliser par un parcours d'intégration et par des conditions de travail qui leur donnent envie de rester. Et je finirai du coup par aussi la visite des experts visiteurs. Je les remercie pour leur bienveillance durant la visite de certification. Ils ont été très bienveillants, ils ont mis à l'aise les collaborateurs.
Quand ils voyaient qu'un collaborateur avait du mal à répondre, ils n'hésitaient pas à reformuler afin qu'il puisse comprendre la question. Sur les audits système, les réponses se sont faites en groupe, donc on n'a pas envoyé un seul soignant ou un seul rééducateur pour répondre aux questions. Ça s'est fait en groupe et ça a vraiment été un temps d'échange de qualité où ils ont pu s'entraider lors des questions. Voilà, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Bidi, pour ce partage d'expérience et d'autres outils développés. Mais ce qu'on constate quand même avec ces trois retours d'expérience, ces trois illustrations, c'est que finalement, on a quand même des points communs, des clés de réussite qui peuvent effectivement être déployées au sein de l'ensemble des établissements. Alors, j'ai un peu... si je me risque à une synthèse, en tout cas, en maître mot, il y a anticiper, faire participer, bachoter aussi, préparer les réponses en amont avec les équipes, prioriser les critères impératifs. Évidemment, créer des outils adaptés, compréhensibles par tous. Et on voit dans le chat, vous êtes nombreux effectivement à avoir été très intéressés par les outils développés par nos quatre intervenantes. Et effectivement, ce sont des outils qui peuvent être déployés ensuite au sein de chaque établissement. Il y a évidemment la mobilisation des établissements, enfin des professionnels au sein des établissements et des représentants des usagers. Et puis, c'est l'importance de pouvoir croiser les regards. Et je pense qu'on peut aussi trouver un point commun aux trois témoignages, c'est la bienveillance des experts visiteurs. Et le fait qu'effectivement, au cours de la visite, les experts ont été à la fois à l'écoute et bienveillants, tels que effectivement la HS le préconise, évidemment, et le relais. En tout cas, un grand merci pour ces témoignages qui, j'espère, auront été utiles aux participants. Et puis, si vous en êtes d'accord, Monsieur Méchin, je vais vous redonner la parole pour cette dernière séquence du webinaire, qui est là une séquence prospective, puisque effectivement la HAS a travaillé sur la sixième itération qui est prévue en septembre 2025. Et vous avez accepté de nous donner des clés sur les évolutions envisagées dans le cadre de cette sixième itération. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Marie-Claire. D'abord, permettez-moi de réagir à ce qui vient d'être présenté. Félicitations aux trois établissements pour la très belle réussite de la certification, mais au-delà, ça souligne en fait un engagement constant en fait des équipes dans les démarches qualité, gestion des risques et dans la manière dont ils intègrent les usagers dans l'organisation de leur travail. C'est très important parce qu'en fait, la certification, c'est une photo à un moment donné. Alors, ça peut effectivement qui génère un peu de stress, un peu de préparation en amont, bien évidemment, mais c'est le reflet en fait d'un engagement continu. Et enfin, vous l'illustrez parfaitement. Je voulais aussi souligner la grande créativité qui sont les vôtres dans l'appropriation, pour vous approprier les attendus de la certification avec de nombreux outils extrêmement adaptés, très pertinents. Et je vous remercie d'avoir souligné le positionnement des experts visiteurs en visite parce qu'effectivement, c'est très important aussi pour nous. Et puis qu'on ait vos retours sur la manière dont les choses se passent. Alors, bienveillance ne veut pas dire complaisance, mais il y a un positionnement à avoir, effectivement, qui est celui d'un auditeur qualité pour la certification des établissements de santé. Et vos retours sont très importants et sont très éclairants pour nous. Alors, concernant l'avenir, on va vous présenter l'avenir à deux voix avec Isabelle d'Orléans, qui est chef de projet au sein du service de certification des établissements de santé et qui est en charge de l'évolution justement du dispositif. Alors,
tout d'abord, ce qu'on veut vous dire, c'est que nous avons pris comme principe fort de stabiliser la structure actuelle du référentiel. Il est structuré en 3 chapitres, l'un concernant le patient, le deuxième les équipes et 3 l'établissement. Et c'est vraiment très important qu'on ait gardé cette structuration. Deuxième chose qui nous a paru importante, c'est que tout ce qui concerne en fait les méthodes d'évaluation soient préservées. Ce qu'on a pu noter depuis la mise en place de cette certification pour la qualité et la sécurité des soins, c'est qu'elle rompait effectivement avec les approches antérieures. Ça a été très bien dit lors de ces 3 retours d'expérience, c'est-à-dire on est passé d'une approche qui était un petit peu techno quand même, il faut le dire. Il n'y avait que les qualiticiens qui comprenaient ce qui était demandé. Et encore, ce n'était pas forcément très bien traduit pour les professionnels de santé. Mais on a vu à travers cette nouvelle approche, cette nouvelle itération, de nouvelles méthodes apparaître, comme la méthode du patient traceur, et globalement tous les traceurs, qui concernent en fait le travail des équipes. On est sur le quotidien de travail des équipes. Et ça, c'est très important pour nous qu'on garde cette approche-là. Donc, les méthodes d'évaluation sont gardées. L'organisation des visites, on va dire, sera maintenue de la même manière. Et les 4 niveaux de décision et la déclinaison visuelle sera aussi préservée. De même, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais les enjeux de la certification pour la qualité et la sécurité des soins sont maintenus. C'est-à-dire on vise effectivement toujours la sécurité pour la prise en charge du malade avec une bonne efficience. Les principes d'ajustement, donc ce nouveau référentiel vous sera présenté prochainement. Il a été ajusté au terme d'une concertation très importante qui a eu lieu cet été jusqu'en septembre, octobre. On a eu encore quelques ajustements récents. Pour dire que l'idée, c'est que en fait, ce référentiel de certification, il soit co-validé par nous tous, collectivement. Et donc, il doit servir nos usagers, mais effectivement avoir du sens pour l'ensemble des professionnels de santé. Donc, c'est très important pour nous que cette concertation ait eu lieu et toutes les parties prenantes ont répondu. Et il y a eu beaucoup de retours et tous ces retours ont été pris en compte. L'intérêt, si vous voulez, de la démarche, c'est qu'on a été amené, à travers l'expérience de la première CQSS, à redéfinir nos objectifs, à les préciser. Certains critères aussi ont été mieux écrits. Tout ce travail que vous avez été amené à faire pour vous approprier les attendus, ils illustrent quand même le fait que parfois, ce n'est pas très clair. Vous avez évoqué le besoin de vous appuyer sur un certain nombre d'outils comme les fiches pédagogiques, etc. Mais l'idée, c'est que, en fait, à la lecture d'un critère ou d'un élément d'évaluation, on puisse être le plus lisible possible. Voilà. Et donc, ça a été très important de ce travail de réécriture et de reprécision des attendus. L'idée aussi, c'est qu'on s'oriente vers une meilleure prise en compte de l'expérience patient. Le dernier témoignage est très intéressant parce qu'il illustre la manière dont un établissement de santé peut se saisir de cette parole du patient pour en faire un outil de pilotage et un outil stratégique. Et c'est vraiment très important et merci beaucoup. Et pour le coup, on a été aussi amené à travers les résultats de la certification, et vous avez vu, quand je vous ai présenté les résultats par objectif et par critères impératifs, le besoin de renforcer un certain nombre de critères dans certains secteurs. C'est notamment
le cas pour la psychiatrie, avec un renforcement des attendus sur l'isolement en psychiatrie, sur les libertés d'aller et venir, sur la gestion du risque suicidaire. Et puis également sur les autres activités comme les soins critiques, où on a vu tout à l'heure la faiblesse dans la mobilisation de la checklist. Eh bien là, c'est également la certification va venir renforcer les attendus autour des soins critiques, et on va le voir après. Et puis sur les urgences, il y a quand même quelque chose qui a été pour nous, qu'on a pu observer là depuis quelques temps, à travers les résultats de la certification, c'est le fait que les organisations Covid ont parfois été maintenues, n'ont jamais été élevées dans les établissements de santé. Et c'est le cas pour de nombreux services d'urgence, dans lesquels la place des accompagnants n'est toujours pas possible. Et on a alors que, en fait, on a besoin, les patients, quand ils vont dans un service d'urgence, quand ils sont pris en charge, ont quand même besoin d'être accompagnés, d'être soutenus par des proches. Donc, les proches ne doivent pas être exclus, et c'est important que les équipes se réapproprient, en fait, l'intérêt de l'accompagnement des malades lorsqu'ils sont en soins. Donc, le référentiel 2025 sera donc diffusé en janvier et sera applicable dès 2025. Donc, on est sur septembre 2025. Donc, les visites à partir du 1er septembre seront avec le nouveau référentiel. Il y aura ce temps-là d'appropriation, sachant qu'on n'est pas sur une révolution de cette certification, sur des réajustements, mais les thématiques sont déjà très présentes dans le référentiel actuel. Donc, parmi les principaux ajustements du référentiel 2025, je vais donc laisser la parole à Isabelle d'Orléans pour qu'elle vous précise un petit peu ce qui est derrière tous ces éléments qui sont proposés. Bonjour à tous. Donc, vous avez ici une petite liste de nouveaux sujets qui vont intégrer le référentiel dans sa version 2025. Le premier concerne le renforcement du numérique au sens large du terme, avec un nouveau critère sur la télésanté. En télésanté, on parle de téléconsultation, télémédecine, téléexpertise, tous les volets de la télésanté, pour lequel on souhaite que les établissements puissent identifier soit les services qui utilisent déjà ce genre de services ou ceux qui pourraient, dans l'avenir, utiliser ce service. Un des intérêts d'utiliser la télésanté, c'est en fait, notamment pour un autre critère qui existe déjà, c'est par exemple de limiter les déplacements des personnes âgées en limitant leur présence évitable aux urgences notamment. Et puis, solliciter des avis d'experts ailleurs que dans la structure dans laquelle on est. Ensuite, le renforcement de l'évaluation de la checklist. Alors, ce n'est pas une nouveauté. Là, pour le coup, il n'y a pas de nouveauté sur le sujet. Néanmoins, vous aviez dans le référentiel actuel 2 critères qui parlent de la checklist. Le premier qui est sur la réalisation de la checklist et le deuxième sur l'analyse de la réalisation de cette checklist. On a rassemblé tous les éléments en un seul et même critère qui reste impératif pour le coup, parce qu'il y a encore bon nombre d'événements indésirables graves qui existent aujourd'hui sur le sujet lié au fait que la checklist n'est pas bien complétée avec tous les acteurs concernés. Concernant un nouveau critère qui concerne la radiothérapie, on va intégrer ce nouveau secteur. Alors, pour les plus anciens, savent que ce secteur était évalué jusqu'en V2010. Là, on réintègre cette activité, notamment sur la vision maîtrise des risques en radiothérapie. On veut absolument que tous les professionnels soient bien formés, que l'information du patient soit faite, etc., qu'il y ait bien une identification des doses qui sont prescrites et fournies aux patients. Concernant la prise en charge du nouveau-né, donc on a élargi d'une manière plus générale les critères autour de la maternité et de la périnatalité.
Aujourd'hui, on a dans le référentiel 2024 deux critères, un sur le projet de naissance qui est en avancée et un autre sur l'hémorragie du postpartum, qui est d'ailleurs un impératif aujourd'hui. Là, on a élargi carrément le champ de la maternité, de la périnatalité, en passant du projet de naissance à un projet de périnatalité, avec l'intégration d'un critère sur les risques obstétricaux, qui concernent donc principalement la maman, mais également un nouveau critère sur la prise en charge du nouveau-né. Et je ne vais pas déflorer, mais ce critère-là va devenir un impératif, puisque en fait, il y a beaucoup, beaucoup de décès de nouveau-nés, notamment dans leur première semaine de naissance, et que la France n'est absolument pas très bien placée au niveau européen en termes de mortalité infantile. Donc, sur le sujet du numérique, en lien avec la télésanté, mais pas que, on garde aujourd'hui tous les éléments qui sont déjà présents. Par contre, on a renforcé sur deux sujets qui sont les dispositifs numériques, médico-numériques, notamment ceux qui sont liés à l'intelligence artificielle, et un autre qui va porter sur l'usage des dispositifs, des outils technologiques innovants. Entre parenthèses, on pourrait citer ChatGPT, mais pas que, et tous ceux qui permettent en fait de mieux organiser les soins, mieux organiser les RH, etc. Donc, ces deux critères visent à avoir, pour les dispositifs numériques, en fait, une cartographie de ce qui peut exister déjà dans l'établissement et dont les directions n'ont pas forcément conscience, que lorsque des dispositifs médico-numériques sont prévus, eh bien, les services, que ce soit les services juridiques, les services informatiques, soient bien associés dans la politique d'achat et à l'achat, que les professionnels soient formés à l'usage de ces dispositifs et soient bien conscients que, notamment que lorsqu'ils sont associés à l'intelligence artificielle, les données partent dans d'autres secteurs et ne sont pas forcément conservées uniquement au niveau de la structure. Donc, il faut bien comprendre comment tout ça fonctionne. Et il y a aussi une nécessaire obligation d'informer le patient lorsque des prises de décision sont faites à l'aide de ce type d'outils. Parce que ça, c'est le règlement européen qui le demande, le règlement européen qui vient de se mettre en place. Et nouveauté encore sur la version 2025, on l'avait antérieurement dans des précédentes versions, on a remis un critère sur la prise en charge des décès, qui est en fait sur plus largement l'information et l'accompagnement des familles lorsqu'il y a un décès, le transport de la personne décédée du service de soins jusqu'à la chambre mortuaire, que ces volontés, bien sûr, soient respectées, bien sûr que la chambre mortuaire soit conforme en termes de local. Et puis, voilà, notamment en cas de décès d'enfants, les choses soient correctement faites pour que les parents qui malheureusement perdent un enfant au moment de sa naissance soient le mieux accompagnés possible. Voilà. Pour ce qui est des nouveautés. Alors, il y a des petites nouveautés plus substantielles dans d'autres critères, mais voilà, là, vous avez vraiment un panel des grosses modifications qui vont intervenir dans le référentiel 2025. Voilà, et donc pour avoir l'exhaustivité en fait des changements et une présentation un petit peu plus complète en fait, on vous invite à un webinaire le 21 janvier prochain pour le lancement de la 6e version de la certification qui donc sera l'occasion de revenir en détail, plus en détail sur les différents objectifs et les différents critères pour apprécier les changements. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que nous aurons pour cette année, pour cette certification-là, moins de critères. Nous avons 11% de critères en moins que la certification précédente. Donc, c'est très important. Ça montre en fait tout le travail de restructuration un petit peu, de réécriture, de mise plus en cohérence en fait de cette certification. Voilà. Et on espère que l'appropriation par les établissements sera de la même qualité que celle que vous avez montrée lors de ces trois témoignages. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette
présentation qui finalement permet aux établissements d'envisager, en tout cas comme enfin, la future itération et peut-être au regard de ce que vous avez présenté dans l'introduction de nouveaux critères impératifs, porter une attention particulière sur ces différents éléments. On a deux questions qui ont été posées dans le chat. Une première qui demande en quoi consiste l'évaluation renforcée pour les prochaines itérations. Une deuxième question qui fait écho aux interventions des établissements de santé privés qu'on a entendus, c'est la HAS envisage-t-elle une sensibilisation nationale sur l'utilisation de la messagerie sécurisée de mon espace santé par les usagers? Alors, on va commencer par la deuxième, parce qu'en fait, la deuxième, en fait, elle ne nous concerne pas vraiment. Parce que, Exactement. pour le coup, c'est au niveau ANS et DNS que les choses doivent se discuter, mais on a fait remonter déjà ce besoin-là, parce qu'effectivement, tous les établissements sont confrontés à cette problématique-là de l'utilisation de la messagerie sécurisée. C'est vraiment pas simple du tout. Et pour le coup, ça a déjà été remonté. Enfin, comptez sur nous, en tout cas, pour qu'on fasse le relais. Voilà. Et on le refera, du coup. Concernant le renforcement de certains critères, l'idée, c'était comme pour la psychiatrie, par exemple, l'idée, c'était à partir de ce qu'on a pu observer, des éléments aussi nouveaux de la feuille de route, de la HAS. Vous savez que la HAS travaille déjà depuis 4 ans sur la santé mentale. Il y a une feuille de route de la HAS sur cette question. Il y en a une nouvelle qui arrive avec 9 objectifs qui vont être proposés. Et il y a un plan santé mentale psychiatrie également qui est lancé par le ministère. Mais l'idée, c'est qu'en fait, sur une thématique comme la psychiatrie, on veille à la fois à ce que les professionnels travaillent en lien avec des recommandations de bonne pratique, analysent ce qu'ils font. Et que, deuxièmement, les droits des patients soient bien préservés, bien pris en compte et bien préservés. Et que, pour le coup, on va également aller regarder comment les préoccupations, on va dire, des usagers et des entourages sont bien mis en œuvre. Je pense par exemple au risque suicidaire. Aujourd'hui, par exemple, une tentative de suicide, elle n'est pas forcément signalée comme étant un événement sur le portail de signalement de l'ARS, par exemple. Et il n'y a pas forcément derrière de démarche d'analyse de la manière de pourquoi en fait ce patient a tenté de mettre fin à ses jours. Donc, il y a un besoin en fait de se réapproprier un petit peu ces démarches-là et de travailler en équipe sur les outils d'évaluation du risque suicidaire, sur la manière dont on prend en charge ce risque-là aujourd'hui dans les établissements de santé. Donc, l'idée, c'est d'approcher ça. Et à travers des méthodes qui soient aussi peut-être un peu différentes. Par exemple, l'isolement en psychiatrie, on l'a abordé d'abord à travers le patient traceur. Et puis, on a vu que, en fonction des établissements de santé, on n'avait pas forcément le patient qui avait eu un séjour ou ce mode de prise en charge-là qui avait été à l'œuvre. Donc, du coup, on l'a positionné dans le parcours. Et dans le parcours, en fait, on n'abordait pas l'entièreté de la problématique. Et donc, du coup, ça va devenir un traceur ciblé. Et à travers le traceur ciblé, on va appréhender, en fait, l'ensemble de la démarche. Et pour le coup, on aura une vision beaucoup plus juste de la manière dont les équipes et l'établissement est organisé autour de ces problématiques-là. Voilà pour essayer de répondre autour
du renforcement de la pertinence de certains critères. Merci beaucoup pour cet éclairage et pour toutes les réponses que vous avez apportées et éléments d'information fournis également. Eh bien, ce webinaire touche à sa fin et il va revenir à Frédéric Gamma, président de la FHP MCO, et à Lamine Garbi ensuite, de conclure l'événement. Je vous laisse la parole, Frédéric. Merci Marie-Claire. Écoutez, d'abord, je tenais à remercier particulièrement M. Patrick Méchin de l'HAS et nos trois intervenants de leur expérience, pas passion, mais certification. C'est très très enrichissant, et évidemment pour l'ensemble des établissements qui vont passer des certifications avec, bien sûr, si des outils pratiques qui peuvent effectivement vous aider au quotidien, sans oublier qu'effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Méchin, la qualité, c'est un engagement continu, mais la certification est quand même un examen de passage. Voilà, donc le numérique en santé, avec la notion que vous venez de nous indiquer de renforcement de cette thématique, c'est vraiment, si je peux vous donner ce conseil à vous, établissement, d'être très vigilant sur le sujet, parce que les items sont peut-être peu nombreux, mais demandent un travail de préparation technique notamment et d'appropriation extrêmement important, avec toute la difficulté que l'on peut rencontrer, Monsieur Méchin, sur le terrain, parce que j'ai vécu cette certification cette année, toute la vigilance que vous devez avoir vis-à-vis des experts. Et ce sont des nouveaux experts peu expérimentés sur la démarche qualité de la Haute Autorité de Santé. Et donc, leur approche peut, en fonction de leur vision assez novice du sujet, être plus vécue sur le terrain comme une inspection que comme une véritable vérification de la situation. Et voilà, donc soyez attentifs, et notamment aux commentaires que l'on peut faire quand on vous répond, car il peut y avoir effectivement des déviances parce que c'est vraiment très nouveau. Et l'autre alerte que l'on a fait à Madame Émilie Ancion, c'est les usagers. J'ai bien entendu tout à l'heure l'établissement qui avait dû malheureusement changer d'usager de manière extrêmement rapide. C'est une problématique que l'on a bien cernée au sein du syndicat MCO, parce que même les usagers reconnaissent la difficulté de trouver des nouveaux bénévoles, et qu'il ne faut pas non plus pénaliser l'établissement qui n'arrive plus à avoir ses usagers. Ça devient extrêmement complexe. Bien évidemment, nous sommes là pour écouter les représentants d'usagers, écouter les patients, et surtout d'abord nos patients, mais dans un contexte qui va devenir de plus en plus compliqué. Et donc, je me permets effectivement de vous alerter un petit peu sur la situation, et remerciements pour la stabilité de la structuration et des méthodes d'évaluation, parce que pour les établissements, c'est important, parce qu'il n'y a pas que le service qualité qui travaille sur la certification, vous attendez l'appropriation de l'ensemble de nos personnels et de nos soignants. Et c'est vrai que quand vous changez régulièrement les choses, nous perdons la compréhension des équipes. Je ne donnerai qu'un mot, hein, les IPAX devenus IQSS. Franchement, il faut faire la pédagogie dans nos établissements pour qu'ils suivent les évolutions. Donc, c'est important effectivement qu'il y ait une certaine stabilité, comme vous venez de nous l'évoquer. Merci à tous, et puis je vous souhaite à ceux qui vont passer en 2025 la certification un bon travail, et j'espère une bonne certification. Merci Frédéric, hein, pour ton implication et l'implication de ton syndicat. Toujours appréciable vos commentaires pratiques, terrain et de bon sens. Nous sommes impatients, Monsieur Méchin, de pouvoir utiliser la nouvelle certification, surtout si vous dites qu'il y a 10% de critères en moins. Donc ça, c'est bien, ça me fait plaisir. Les restants, j'espère qu'ils n'ont pas été alourdis, parce que je me méfie toujours des effets d'annonce. Vous me connaissez. Voilà, non, c'était de l'humour. Ravi, hein, de votre présence aujourd'hui. Merci aux trois établissements, ça fait plaisir, cette fraîcheur, cette réussite. Une pensée pour les établissements non certifiés. Je les invite vraiment à se remettre en cause de manière forte
très forte parce que, il va y avoir un lien, à mon avis, très rapide entre autorisation et non-certification. Donc, je mets en garde un peu tous ceux qui penseraient que la certification n'est qu'une étape, je dirais, folklorique. Ce n'est absolument pas le cas et il en va de la pérennité de l'autorisation. Il y a différents cas sur le territoire où certains établissements sont en grande difficulté via les ARS suite à des non-certifications. Donc voilà, je tiens à rappeler la position de la fédération que nous sommes extrêmement vigilants et attentifs aux établissements non certifiés et nous enjoignons à se mettre rapidement dans les voies du succès. Ça me paraît être important. Marie-Claire, merci pour cette organisation. Bravo à toutes et à tous. Et puis, à très vite pour la suite des événements et des histoires de la fédération. Bon appétit pour ceux qui vont déjeuner.